Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Alors, après les tout premiers vols, vous savez, ce moment incroyable où l'homme a enfin réussi à s'arracher du sol, une nouvelle question a tout de suite surgi. Ce n'était plus « peut-on voler ?», mais plutôt « jusqu'où peut-on aller ?» Une fois le rêve du vol réalisé, l'ambition humaine a pris le relais. Et c'est là qu'a commencé une période absolument fascinante, la grande course au record. Entre 1908 et 1914, l'aviation a connu une accélération fulgurante. C'était comme une fièvre. Les aviateurs n'étaient plus de simples curieux ou des inventeurs, ils sont devenus des héros, des athlètes du ciel. Ils ne se contentaient plus de faire un petit tour au-dessus d'un champ, non, ils voulaient repousser les limites de ce qui était considéré comme possible. Chaque vol devenait une tentative de record, que ce soit en distance, en altitude ou en vitesse. Pensez-y un instant. Le premier vol de plus de 100 km. Aujourd'hui, ça nous paraît dérisoire, mais à l'époque, c'était un exploit monumental. Cela signifiait qu'un avion pouvait être un véritable moyen de transport, capable de relier des villes. Et que dire de la traversée de la Manche? Ce n'était pas juste une question de distance, mais un défi psychologique énorme. Voler au-dessus de l'eau, sans aucun point de repère ou de secours possible, à bord d'une machine faite de bois et de toile. Et puis, il y avait l'altitude. Grimper toujours plus haut, là où l'air se raréfie, où le froid est intense et où les moteurs, encore très capricieux, peinaient à fonctionner. Chaque mètre gagné était une victoire contre les éléments. On a même vu les premiers vols en haute montagne, ce qui ajoutait encore une couche de complexité et de danger. C'était vraiment l'aventure à l'état pur. Ces exploits ont rendu des noms comme Louis Blériot, Henri Farman ou Roland Garros immortels. Blériot, bien sûr, est à jamais associé à sa traversée de la Manche en 1909, un exploit qui a eu un retentissement mondial. Henri Farman, lui, a été le premier à réaliser un vol officiel de plus de 100 km. Et Roland Garros, avant de devenir un héros de la Première Guerre mondiale, s'est illustré par des traversées audacieuses repoussant sans cesse les limites de l'endurance. Ces hommes n'étaient pas des têtes brûlées, enfin peut-être un peu, mais ils étaient surtout des pionniers courageux qui, aux commandes de leur avion fragile, osaient défier le ciel. Chaque record battu n'était pas seulement une ligne dans un livre d'histoire, c'était une démonstration de force, une avancée technologique et une source d'inspiration pour toute une génération. C'est grâce à leur audace que l'aviation, en quelques années seulement, a pu passer du stade de curiosité à celui de véritable révolution. Alors, aujourd'hui, on se penche sur une année vraiment charnière pour l'aviation, 1908. C'est une période où, quelques années seulement après les tout premiers vols, les progrès sont déjà spectaculaires. Oui, c'est une année de première. On passe vraiment du stade de l'expérimentation pure à de véritables démonstrations de capacité. Et justement, cette année-là est marquée par 3 événements majeurs qui illustrent bien cette transition. Commençons par le premier, qui a lieu très tôt dans l'année, le 13 janvier 1908. C'est le premier vol en circuit fermé, réalisé par le pilote Henri Farman. Et c'est un détail qui a toute son importance, ce concept de circuit fermé. Ça signifie qu'il a décollé, parcouru 1 kilomètre, mais surtout qu'il est revenu à son point de départ. Ce n'est plus juste voler en ligne droite, c'est maîtriser la machine, la diriger, la faire virer. C'est une preuve de contrôle. Exactement, c'est un tournant dans la maîtrise du vol contrôlé. Puis, plus tard dans l'année, un autre pionnier se distingue, Louis Blériot. Ah oui, Blériot. Lui, il a compris autre chose d'essentiel, l'importance du public. Il réalise le premier vol public en France, avec son fameux avion, le Blériot 11. C'est ça. Il s'agissait d'une démonstration suivie par un large public, ce qui a grandement aidé à populariser l'aviation. On sort du cercle des ingénieurs et des passionnés. Tout à fait. C'est le moment où l'avion cesse d'être une simple curiosité technique pour devenir un spectacle, un rêve qui captive les foules. Et ce Blériot 11, ce n'est pas n'importe quel appareil. C'est celui qui, l'année suivante, traversera la Manche. On sent déjà que quelque chose de grand se prépare. Bien vu. Et pour finir cette année riche en événements, on retrouve notre premier pilote Henri Farman, qui ne s'arrête pas là. Non. Après avoir prouvé la maîtrise, il s'attaque à l'endurance. La même année, il établit un premier record de distance assez incroyable. Il parcourt plus de 100 km en un seul vol continu. Passer d'1 kilomètre en circuit fermé à plus de 100 km en quelques mois, c'est une progression fulgurante. Ça prouve que les machines deviennent plus fiables, plus robustes.
C'est exactement ça. On démontre que le moteur peut tenir, que la structure de l'avion est solide. Ça ouvre la voie à l'idée de voyager et de couvrir des distances. L'avion n'est plus seulement un exploit. Il devient un potentiel moyen de transport. Donc, pour résumer cette année 1908, on a d'abord la preuve de la maîtrise du vol avec le circuit fermé de Farman. Ensuite, la conquête du public avec la démonstration de Blériot. Et enfin, la preuve de l'endurance, encore avec Farman et son record de distance. C'est une excellente synthèse. En une seule année, l'aviation a franchi des étapes fondamentales. Elle a prouvé qu'elle était contrôlable, désirable aux yeux du public et endurante. C'est vraiment l'année où l'on est passé de « ça peut voler » et « Shuttle Groza ». Voilà ce que l'on va pouvoir en faire. Alors aujourd'hui on se penche sur une année vraiment charnière pour l'aviation. 1909. C'est une année qui a vu deux exploits majeurs, qui ont complètement changé la perception du vol à l'époque. Oui, absolument, on parle de deux événements qui, chacun à sa manière, ont repoussé les limites de ce que l'on pensait possible. On a d'un côté la première traversée de la Manche et de l'autre, un record de distance assez impressionnant. Commençons par la traversée de la Manche. C'est un nom que beaucoup connaissent. Louis Blériot. Le 25 juillet 1909, il est devenu le tout premier homme à accomplir cet exploit en avion. Exactement. Il a relié Calais à Douvres en 37 minutes. Au-delà de la performance technique, l'impact psychologique et symbolique était immense. Pour la première fois, on prouvait qu'un avion pouvait franchir une frontière naturelle aussi importante, ce qui a vraiment ouvert la voie aux vols internationaux. C'est un point crucial. Et presque en parallèle, la même année on a un autre pionnier, Henry Farman, qui s'attaque à un défi différent mais tout aussi fondamental, celui de la distance. Oui, il ne s'agissait plus seulement de franchir un obstacle, mais de démontrer l'endurance des machines. Henry Farman a établi un record de distance en volant 191 km en un seul vol. C'est énorme pour l'époque, il a complètement pulvérisé la barre des 100 km. Ce vol de Farman est peut-être un peu moins célèbre que la traversée de Blériot, mais son importance est capitale. Il a prouvé que les avions devenaient des machines fiables, capables de réaliser des vols de longue distance. C'est ce qui a ouvert la porte à l'idée même d'aviation commerciale. Tout à fait. Et c'est intéressant de voir à quel point ces deux exploits sont complémentaires. Blériot montre qu'on peut voyager d'un pays à un autre par la voie des airs, et Farman montre qu'on peut le faire sur des distances qui commencent à être commercialement viables. La combinaison des deux a forcément créé une véritable effervescence. Donc, pour résumer, l'année 1909 a vraiment été un tournant décisif. D'un côté, la preuve que les barrières géographiques comme la mer ne sont plus des obstacles infranchissables. De l'autre, la démonstration que les aéronefs ont l'endurance nécessaire pour des trajets significatifs. C'est exactement ça. Ces deux événements, menés par des pionniers audacieux, ont véritablement jeté les bases de ce qu'allait devenir l'aviation au XXe siècle. Un moyen de transport global, capable de connecter le monde entier. Alors, aujourd'hui on va se pencher sur une année qui a été assez charnière pour l'histoire de l'aviation. L'année 1910. On va voir qu'il y a eu 3 avancées vraiment significatives qui ont eu lieu cette année-là. Oui, 1910, c'est fascinant parce que c'est, à peine 7 ans après le premier vol des frères Wright. On voit que la technologie évolue à une vitesse folle. On passe de l'exploit de simplement quitter le sol à de véritables prouesses techniques. Exactement. Le premier événement marquant, c'est le premier vol atteignant une altitude de 3000 mètres. C'est le pilote Jules Védrine qui réalise cet exploit. Et 3000 mètres, il faut bien se rendre compte que pour l'époque, c'est énorme. Ça prouve que les avions ne sont plus juste des machines qui rasent le sol. Ils peuvent atteindre des altitudes significatives, ce qui ouvre la porte à des applications stratégiques, comme le survol de territoire ou une meilleure visibilité pour l'observation. C'est un pas vers la démonstration de la fiabilité et de la performance des aéronefs. Le deuxième point, c'est une autre première, mais dans un tout autre registre. Le premier vol avec passagers, effectué par Henry Farman. Ça, c'est peut-être l'avancée la plus parlante pour nous aujourd'hui. On ne parle plus seulement d'un pilote seul dans son cockpit, mais de la possibilité de transporter des personnes. C'est vraiment l'acte de naissance, ou du moins l'une des premières étapes, du transport aérien commercial. Oui, et c'est vraiment vu comme une charrette de lignèvre avancée vers les vols commerciaux à venir. Ça change complètement la perspective sur l'utilité de l'avion. Absolument. Ça devient un potentiel moyen de transport collectif, et non plus seulement un engin d'exploration ou de sport pour casse-cou. Et enfin, la troisième innovation de cette année 1910, c'est la fabrication du premier hydravion par Henri Fabre. L'appareil était surnommé le Canard et il a décollé depuis l'étang de Berre. L'hydravion, c'est une idée géniale. Ça résout un problème majeur, le besoin d'une piste de décollage.
Avec un hydravion, n'importe quel plan d'eau suffisamment grand et calme devient un aéroport potentiel. Ça décuple les possibilités, notamment pour les explorations, le transport vers des zones isolées ou les applications maritimes. Donc, si on récapitule, en une seule année, l'aviation a prouvé qu'elle pouvait voler haut avec Védrine, transporter des gens avec Farman et décoller de l'eau avec Fabre. C'est exactement ça. Ces 3 événements, bien que très différents, ont collectivement montré que l'aviation devenait plus performante, plus pratique et plus polyvalente. 1910 est sans aucun doute une année fondatrice qui a aidé à façonner l'avenir de l'aéronautique. Alors, aujourd'hui on va parler d'une année vraiment charnière pour l'histoire de l'aviation, l'année 1911. C'est une année qui a vu 3 événements clés se dérouler. 1911. C'est vrai que c'est une période fascinante. On est, moins de 10 ans après le premier vol des frères Wright. L'aviation est encore balbutiante, mais les progrès sont fulgurants. Alors que s'est-il passé de si marquant ? Le premier événement a lieu le 18 janvier. Il s'agit du tout premier vol réussi depuis un porte-avions. C'est le pilote Eugene Ely qui a accompli cet exploit, en décollant du croiseur USS Pennsylvania dans la baie de San Francisco. C'est un moment absolument fondamental. Ça peut paraître simple aujourd'hui, mais à l'époque c'était une prouesse technique incroyable. Ça a ouvert la voie à toute l'aviation navale, et a complètement redéfini la stratégie militaire maritime pour le siècle à venir. Exactement. Et ce n'est pas tout. Un mois plus tard, le 18 février, on assiste à une autre grande première, mais cette fois dans le domaine civil. Le pilote français Henri Péquet réalise le premier vol de courrier aérien officiel, en Inde. Il a transporté des lettres entre les villes d'Allahabad et de Naini Junction. Voilà une application très concrète. On passe de l'exploit pur à un service utilitaire. Transporter le courrier plus vite, c'était une révolution. Ça montre que très tôt, on a compris le potentiel commercial et logistique de l'avion. Oui, l'aviation commence à s'intégrer dans la vie de tous les jours. Et puis, pour compléter le tableau, on a un 3e événement, beaucoup plus spectaculaire. Le 27 juin, un autre pilote, Lincoln Beechey, devient le premier homme à survoler les chutes du Niagara. Ah oui, là on est dans une autre dimension. Ce n'est ni militaire, ni commercial. C'est le spectacle, le défi. Et il a réalisé ce survol devant 150 000 spectateurs. C'est immense. 150 000 personnes, c'est ça. Ça montre à quel point ces pionniers de l'aviation étaient des héros populaires. Leurs exploits capturaient l'imagination du public et nourrissaient un immense engouement pour cette nouvelle technologie. C'est un excellent point. Ces vols audacieux étaient essentiels pour faire accepter et admirer l'aviation par le grand public. Donc, pour résumer, l'année 1911 a été incroyablement riche. On a la naissance de l'aviation embarquée, les débuts du transport de courrier aérien et un exploit spectaculaire qui a marqué les esprits. En effet. En quelques mois, on voit se dessiner 3 des futurs grands piliers de l'aviation. Le militaire, le commercial et le divertissement. C'est vraiment une année qui a jeté les bases de l'aéronautique moderne. Ok, alors on va se pencher sur l'année 1912, une année assez charnière pour l'aviation. On a 2 événements marquants qui illustrent bien les progrès de l'époque. Oui, 1912. C'est vraiment le tout début de l'aventure aéronautique. De quoi s'agit-il exactement ? Le premier événement concerne une pionnière. Le 1er juillet 1912, l'américaine Harriet Quimby devient la toute première femme à traverser la Manche en avion. Elle a volé de Douvres, en Angleterre, jusqu'à Calais, en France. Harriet Quimby. C'est un exploit monumental pour l'époque. Traverser la Manche, c'était déjà un défi immense. Mais le faire en tant que femme à ce moment-là, ça devait être quelque chose. C'est un symbole fort. Absolument. Et il faut se remettre dans le contexte, les avions étaient encore des machines très fragiles, faites de bois et de toile. La navigation se faisait à vue, sans les instruments sophistiqués que l'on connaît aujourd'hui. C'était donc un acte de bravoure incroyable. C'est un bon point. Et le deuxième événement de cette année-là, tu disais ? Le deuxième, c'est un record de vitesse. Quelques mois plus tôt, le 13 janvier 1912, le pilote français Jules Védrine a établi plusieurs records de vitesse et de distance. Ça s'est passé à l'aérodrome de Pau. Jules Védrine, un autre grand nom des débuts de l'aviation. Et quelle vitesse a-t-il atteinte ? Il a atteint une vitesse de 145,177 km/h. C'est assez impressionnant pour un avion de cette période. 145 km/h. C'est vrai que ça paraît rapide. Aujourd'hui, ça nous semble lent. Mais à l'époque, c'était la pointe de la technologie. Ça montre à quel point l'ingénierie aéronautique évoluait vite, même au tout début. Exactement. Et ces 2 événements, bien que différents, sont très représentatifs de l'esprit de l'époque. D'un côté, l'exploit humain, le dépassement de soi avec Harriet Quimby. De l'autre, la performance technique et la recherche de la vitesse avec Jules Védrine. C'est une bonne façon de voir les choses.
On a à la fois le symbole d'un côté et la performance brute de l'autre. Donc, pour résumer, l'année 1912 a été marquée par des avancées significatives en aviation. On retient le vol historique d'Harriet Quimby, première femme à traverser la Manche, et les records de vitesse de Jules Védrine qui repoussaient les limites techniques des aéronefs. En somme, une année qui symbolise parfaitement l'audace et l'innovation des pionniers de l'air. Ces deux exploits ont, chacun à leur manière, contribué à écrire les premières grandes pages de l'histoire de l'aviation. Alors aujourd'hui, on va parler de deux exploits aéronautiques assez incroyables qui ont eu lieu à quelques jours d'intervalle en septembre 1913. C'est vraiment une année charnière pour l'aviation, hein? Ah oui, 1913, on est au tout début de l'aviation, à peine 10 ans après le premier vol des frères Wright. Qu'est-ce qui s'est passé de si marquant? Eh bien, le premier événement, le 23 septembre, c'est la toute première traversée de la mer Méditerranée en avion. Et c'est Roland Garros qui l'a réalisé. Roland Garros, le nom est évidemment très connu, mais plutôt pour le tournoi de tennis. C'est donc bien lui, l'aviateur à l'origine de cet exploit? Exactement. Il a relié Saint-Raphaël, dans le sud de la France, à Bizerte, en Tunisie. Un vol qui a duré 7h53 minutes. Il faut s'imaginer, à l'époque, voler presque 8 heures au-dessus de l'eau, sans assistance, c'était un défi immense. 7h53, c'est impressionnant. La fiabilité des moteurs était, disons, très relative à ce moment-là. Le risque de devoir amérir en pleine mer était énorme. Absolument. Et ce n'est pas tout. Figure-toi que 2 jours avant, le 21 septembre, un autre pilote français, Adolphe Pégoud, a réalisé une autre première. Le premier looping, ou boucle acrobatique en Europe. Attends, donc on a une première de distance et d'endurance, et quasi en même temps une première de voltige aérienne. C'est fascinant. Oui, c'est ça. Pégoud a effectué cette figure à bord de son monoplan Morane Saulnier. Le looping, c'est cette manœuvre, où l'avion décrit une boucle verticale complète. C'est devenu une figure de base de l'acrobatie. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Ça prouvait qu'on pouvait maîtriser l'avion dans des positions totalement inédites. Et tu précises bien en Europe? Ça sous-entend que ce n'était pas une première mondiale? C'est une excellente remarque. En fait, oui. Des expérimentations similaires avaient été menées par un pilote russe, Piotr Nesterov, un peu plus tôt la même année. Pégoud n'est donc pas le premier au monde, mais il est celui qui a vraiment popularisé la manœuvre en Europe, devenant un pionnier de la voltige. D'accord, je vois. Il a donc marqué les esprits en démontrant publiquement la maîtrise de cette manœuvre complexe, ce qui a ouvert la voie à l'acrobatie aérienne. En résumé, ce mois de septembre 1913 a vu deux avancées majeures. D'un côté, Roland Garros qui repousse les limites de la distance et de l'endurance avec sa traversée de la Méditerranée. Et de l'autre, Adolphe Pégoud qui explore les limites de la manœuvrabilité de l'avion avec le premier looping européen. Deux exploits qui montrent à quel point l'aviation progressait à pas de géant, juste avant que la Première Guerre mondiale ne vienne tout changer. Alors, aujourd'hui on se penche sur une année vraiment charnière pour l'histoire de l'aviation, 1914. C'est une année qui a vu deux événements majeurs qui ont vraiment façonné son avenir. Oui, une année de contraste en fait. D'un côté, des avancées technologiques qui repoussent les limites du possible, et de l'autre, l'utilisation de ces mêmes technologies à des fins militaires, avec le début de la Première Guerre mondiale. Exactement. Commençons par la prouesse technique. En 1914, des pilotes allemands ont établi des records d'endurance en vol assez incroyables pour l'époque. Ils sont restés en l'air plus de 24 heures sans se poser ni être ravitaillés. C'est un point important ça. 24 heures. Il faut se remettre dans le contexte. Les avions du début du XXe siècle étaient des machines relativement fragiles. Tenir aussi longtemps en vol, ça représentait un bond en avant énorme en termes de fiabilité des moteurs et de conception des aéronefs. Absolument. Ça démontrait que l'avion n'était plus seulement un engin pour des vols courts ou des démonstrations, mais qu'il pouvait potentiellement devenir un moyen de transport sur de longues distances. C'est une étape clé. Et on imagine que cette capacité à rester longtemps dans les airs a dû immédiatement intéresser les états-majors militaires, surtout avec la guerre qui venait d'éclater. Tout à fait. Et ça nous amène directement au deuxième point, beaucoup plus sombre. En novembre 1914, on assiste au tout premier combat aérien de l'histoire. C'est un tournant radical. Oui, parce qu'au tout début de la guerre, les avions étaient presque exclusivement utilisés pour la reconnaissance. Les pilotes survolaient les lignes ennemies pour observer les mouvements de troupes. L'avion était un œil, pas une arme. C'est ça. Et en quelques mois à peine, cette fonction a évolué. Les pilotes ont commencé à s'attaquer entre eux, d'abord avec des armes de poing, puis avec des systèmes de plus en plus sophistiqués. C'est vraiment le début de l'aviation militaire telle qu'on la conçoit aujourd'hui, une force de combat. Donc, l'avion n'est plus seulement là pour voir, il est là pour se battre et pour empêcher l'ennemi de voir.
C'est la naissance du concept de supériorité aérienne, même si le terme n'existait pas encore. En conclusion, on peut dire que l'année 1914 a véritablement défini deux facettes de l'aviation moderne. D'un côté, la performance et l'endurance, qui préfigurent l'aviation commerciale et le transport. De l'autre, la transformation de l'avion en une arme, marquant le début de la guerre aérienne. C'est un excellent résumé. C'est une année qui montre comment une innovation peut rapidement être détournée par les événements mondiaux. L'aviation a perdu son innocence, si on peut dire, en 1914, pour entrer de plein pied dans l'histoire du XXe siècle. Entre 1908 et 1914, l'aviation passe de l'expérimentation à la performance. En quelques années à peine, des hommes comme Blériot, Farman, Védrine ou Garros réussissent là où personne n'osait encore espérer. Ils parviennent à traverser des mers, à voler sur des centaines de kilomètres, à atteindre des altitudes extrêmes et à repousser les limites de la vitesse. Il faut bien comprendre que ces records ne sont pas que des exploits techniques, ce sont des symboles forts, des symboles de courage, de progrès et de confiance dans l'avenir. L'aviation devient alors un outil, un rêve, une fierté. Mais très vite, ce rêve va être rattrapé par l'histoire. En 1914, la guerre éclate en Europe. Et pour la toute première fois, les avions vont quitter les compétitions et les démonstrations pour prendre part à un conflit mondial. Observer, communiquer, combattre, l'aviation entre dans une toute nouvelle phase, celle de la guerre dans les airs. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment l'aviation encore si jeune va jouer un rôle clé pendant la Première Guerre mondiale, en bouleversant les stratégies militaires et en marquant durablement l'histoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour l'épisode 7, l'aviation dans la Grande Guerre.